Monsieur Gesser, bonjour, merci de nous accorder cette interview. Bonjour. Concernant la Tunisie, la centrale syndicale a rejeté le dialogue proposé par Sayed. Votre sentiment à ce sujet? Alors, le fait qu'elle ait refusé, si vous voulez, ça s'explique par la situation d'extrême contrainte. En fait, contrairement au précédent dialogue national, avant 2014, qui avait d'ailleurs conduit à ce fameux prix Nobel, qui avait été adressé à 4 grandes organisations de la société civile tunisienne, qui procédait plutôt d'une action volontaire de ces organisations, dont le fameux syndicat de salariés GTT. Là, c'est un dialogue imposé, c'est un dialogue décrété par le président de la République, et avec des limites extrêmes, avec des exclusions nombreuses, puisque les partis politiques qui composaient jusqu'à présent le Parlement ont été totalement exclus de ce dialogue. Et on voit bien que l'UGTT, qui aurait été quand même tenté d'aller dans le dialogue, finalement refuse parce qu'elle a peur, d'une certaine manière, de cautionner cette dérive autoritaire ou cette forme de dialogue imposée par le haut, imposée par le président, qui n'est pas en fait un dialogue, qui est tout simplement une volonté du président de légitimer ses réformes constitutionnelles en désignant lui-même ceux ou celles qui peuvent parler pour légitimer, non pas, je dirais, le dialogue lui-même, mais plutôt le point de vue, la décision présidentielle. Selon vous, la crise va continuer en Tunisie? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle la crise. En tout cas, nous sommes dans une crise, si on considère qu'une dérive autoritaire est une crise, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est clair, depuis le 25 juillet 2021, depuis ce fameux discours du président de la République, que nous sommes rentrés dans une phase de monopolisation du pouvoir par un seul homme, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et même le pouvoir judiciaire. Donc le principe de séparation des pouvoirs a été totalement remis en cause. La responsabilité du gouvernement devant le Parlement a été totalement remise en cause, puisqu'il n'y a plus de Parlement. Le principe même, je dirais, de légitimité démocratique partagée entre le président et le Parlement a été totalement remis en cause. Donc de ce point de vue-là, on peut considérer que c'est une crise politique, mais on peut aussi considérer que c'est une sortie autoritaire de la crise politique. Comment le président de la République prétend répondre à une situation de crise en s'appropriant la totalité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Crise ou sortie de crise, en tout cas, gestion extrêmement autoritaire, gouvernance autoritaire, personnalisée, présidentialisée du pouvoir en Tunisie depuis le 25 juillet 2021. Et outre le blocage politique, la Tunisie connaît aussi une grave crise socio-économique. Tout à fait. Et ça a été un des éléments, une des composantes fondamentales, essentielles de la légitimité du coup constitutionnel du 25 juillet, c'était de donner aux Tunisiens, je dirais, une certaine bouffée d'air sur le plan économique et social. Kais Saied a fondé tout son discours en disant que si le pays marchait mal, c'était la faute des partis, de la corruption du Parlement, de la corruption des députés, et que donc il fallait le soutenir pour chasser cette corruption et remettre le pays en marche sur le plan social et économique. Or, on s'aperçoit que depuis le 25 juillet, non seulement la situation sociale et économique ne s'est pas améliorée, mais elle aurait plutôt empiré. C'est-à-dire que l'une des composantes majeures, essentielles de sa légitimité populaire, qui fait que quand même ce coup d'État du 25 juillet a été populaire, qu'il a été soutenu par énormément de Tunisiens, c'était effectivement la promesse de jours meilleurs sur le plan social et économique et surtout la promesse de lutter contre la corruption. Or, on ne voit pas encore les fruits de cette promesse et une partie de ce pacte de confiance qu'il avait avec le peuple est aujourd'hui rompu. Les gens ne peuvent pas, bien sûr, protester, les gens ne peuvent pas manifester, mais en tout cas, on peut dire que c'est une popularité qui s'est clairement érodée, ou du moins qui n'est plus vraiment vérifiable, dans la mesure où les gens ne peuvent plus vraiment de toute façon contester. Mais en tout cas, une partie de ce pacte, qui était une sorte de pacte social et pacte économique, qui était une volonté du président de redistribuer une partie des richesses en direction des Tunisiens en général, et plus particulièrement des couches les plus défavorisées de l'intérieur du pays, les gens n'ont pas vu venir ces fruits. Ces fruits de Kais Saied, si je puis dire. Certains partis politiques ont considéré les mesures comme un coup d'État contre la Constitution, tandis que d'autres y ont été favorables, estimant qu'il s'agissait d'une rectification du processus révolutionnaire. Vous en pensez quoi? Alors, on n'est plus dans l'ordre constitutionnel.
si vous voulez. Parce que la constitution de la Seconde République tunisienne, celle qui avait effectivement, je dirais, donné les institutions ou bâti l'architecture démocratique de la Tunisie après la dictature de Ben Ali, elle est quasiment abolie, elle est quasiment finie. On n'est plus du tout dans cet ordre constitutionnel-là. Là, on est vers une sorte je dirais, de couloir vers un nouveau régime, vers un nouvel ordre constitutionnel qui est en train de se décider, mais clairement qui rompt avec la Deuxième République tunisienne, c'est-à-dire la constitution du 26 janvier 2014, qui était la première constitution démocratique de toute l'histoire de la Tunisie. Et on va vers un nouvel ordre constitutionnel que le président va tenter de faire légitimer par un référendum que certains qualifiaient de plébiscite populaire. Donc, ce n'est plus une question d'être constitutionnel ou pas, d'être anticonstitutionnel ou constitutionnel. C'est plutôt une perspective aujourd'hui pour le président et son régime de marcher vers ce qu'il faudrait bien appeler un ordre nouveau sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, sur le plan politique et je dirais même sur le plan du mythe fondateur, puisqu'il se réclame directement du peuple et de la révolution, mais contre, si je puis dire, les institutions parlementaires et démocratiques qui pourraient concurrencer son pouvoir. À quoi vont ressembler les prochains jours, les prochaines semaines? Je dirais, certains auraient dit, les observateurs, tout dépendra de l'évolution de la popularité du président. Je dirais que le questionnement s'est un peu déplacé. Tout dépendra de la capacité du président à avoir un appareil sécuritaire suffisamment fort, cohérent et puissant pour éventuellement réprimer toutes les contestations sociales qui pourraient émerger dans les prochaines semaines. Donc on voit bien que le président avait une forte popularité, un vrai capital de popularité auprès du peuple tunisien, c'est le cas de le dire, avant le 25 juillet et après le 25 juillet. Aujourd'hui, finalement, c'est une sorte de popularité un peu qu'il a glacée, qu'il a mythifiée, dont il fait l'acte fondateur, mais qui n'est plus vérifiable. Et la seule façon aujourd'hui pour maintenir, je dirais, cette mythologie de la popularité du président, c'est finalement de s'appuyer principalement sur l'appareil sécuritaire. Et tout dépendra de la capacité du président à articuler, je dirais, à la fois des promesses, des discours en direction du peuple, mais surtout une politique, je dirais, de contrôle et de surveillance de la population tunisienne pour pas que les contestations, les mobilisations, les protestations puissent égratigner ou affaiblir son pouvoir, qui est quand même un pouvoir aujourd'hui très personnalisé. Certains disent que c'est même le pouvoir d'un homme seul. Je vous remercie, Monsieur Gesser, pour cette interview. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, merci.